Messieurs, bonsoir. On va peut-être attendre encore 2 ou 3 minutes parce que je vois des personnes qui nous rejoignent. Il est 18h35, donc elles ne sont pas vraiment en retard. Et en tout cas, elles sont les bienvenues. Je vous dirai. D'accord, il faut appuyer quelque part. D'accord. Bien, je vous propose que nous entamions cette réunion, la troisième, consacrée à des grands projets, à des chantiers qui vont s'ouvrir dès cette année, en 2017, après les nécessaires préparations, études, ajustements. Et nous rentrons maintenant dans l'exécution, dans l'opérationnalité de ces grands projets. Nous avons présenté il y a 15 jours le projet du trambus, ce véhicule électrique qui va traverser de part en part l'agglomération et qui va trouver son terminus, comme aujourd'hui, à Javal-Quinto, qui sera transformé, puisque les engins, la mobilité, les véhicules de mobilité, les mobilités nouvelles modifient la ville, transforment la ville. Ça sera vrai à Biarritz, comme à Anglette, comme c'est déjà vrai à Bayonne, puisque les travaux ont commencé à Bayonne. Donc on a présenté ce premier dossier. Et les travaux commenceront au mois de septembre pour Biarritz. Ensuite, nous avons présenté le 4 mai le dossier de la Côte des Basques, dont les travaux vont commencer aussi cette année, avec les 2 volets de ces travaux, c'est-à-dire d'une part la requalification paysagère du site de la Côte des Basques lui-même, d'une part, et puis le confortement de nouveau d'une tranche de falaise du côté de Marbella. Donc on vous a présenté également ça. Donc aujourd'hui, nous allons parler du plateau d'Aguilera, 3e grand chantier qui démarre cette année. Et au passage, les travaux qui s'engagent ne se limitent pas à ces 3 grands chantiers, même s'ils sont les plus substantiels, mais on aurait pu parler aussi du groupe scolaire d'excellence des Thermes Salins, dont les travaux vont commencer là, au mois de juillet, pour une ouverture à toutes les classes à la rentrée de 2018, en septembre 2018. J'aurais pu vous parler aussi, même si c'est des chantiers qui sont moins importants, du centre de jour d'Alzheimer, vous savez, dont les travaux ont commencé dans le parc de l'EHPAD, notre maison, et ce centre de jour qui va compléter l'accueil des personnes touchées par cette maladie d'Alzheimer, et ce centre de jour qui va permettre d'accueillir des personnes, évidemment, et puis surtout d'aider les accompagnants et les aidants et leur offrir une possibilité d'avoir des moments de répit qui sont très importants pour ceux qui sont dans l'entourage et l'environnement de ces personnes. Donc aujourd'hui, on va parler du projet du plateau d'Aguilera. Il y a 4 points essentiellement qu'on va développer. Le projet d'Aguilera, c'est un projet essentiellement sportif, sur ce plateau d'une dizaine d'hectares. La première chose qui nous préoccupe, c'est de valoriser les équipements existants. Le tennis, la piste d'athlétisme, les terrains qui existent, tout ça, ce sont des équipements classiques que vous connaissez, mais ces équipements ont subi l'épreuve du temps.
Donc il faut les valoriser, il faut les améliorer. C'est un des aspects de ce que nous présenterons ce soir, la revalorisation des équipements sportifs existants. Le deuxième point va concerner des équipements qui vont s'ajouter, qui n'existent pas aujourd'hui, qui vont s'ajouter, dont un objet piscine, dont on reparlera, qui va venir compléter la saturation de la piscine Lamotte aujourd'hui, la piscine du casino, et qui offrira donc des possibilités nouvelles pour les différents usagers des bassins nautiques de Biarritz. Le troisième point qu'on évoquera est la question du logement. Vous savez que j'ai toujours dit que si le plateau d'Aguilera était un plateau essentiellement sportif, d'abord sportif, on allait profiter aussi de cet espace qui est important pour créer autour de 200 logements, dont 50% dans ces logements de logements qui sont sociaux. Alors ça, c'est très important. Je ne vais pas revenir sur le problème du logement, j'y reviens souvent, mais vous savez que nous sommes en déficit grave de logements sociaux, que ça nous coûte cher parce qu'on paye des pénalités quand on n'est pas sur les quotas qui sont nécessaires et voulus par la loi, et que par ailleurs, ces logements, ils sont nécessaires parce qu'il faut loger des jeunes ménages avec enfants, et c'est la seule manière de redresser un peu la courbe démographique de cette ville. Vous savez que cette courbe décline et que les jeunes ménages avec enfants ont des difficultés à se loger si on ne leur propose pas du logement social, dans la mesure où les valeurs mobilières ou immobilières, c'est-à-dire lorsque quelque chose se vend, ces valeurs-là sont inaccessibles à des jeunes ménages avec enfants. Donc la seule réponse, c'est le logement social, et on profitera de cet espace très important pour créer donc 200 logements, et autour de ces 200 logements, 50% qui seront des logements sociaux. Et puis enfin, le quatrième point, et ce n'est pas le moins important qu'on évoquera ce soir, c'est le fait que ce plateau d'Aguilera va s'inscrire dans un quartier, ce quartier de La Rochefoucauld et de Aguilera, que ce soit sur la partie Angloï de La Rochefoucauld ou la partie Biarrotte, des deux côtés du boulevard du BAB, ce quartier, dans les prochaines années, va connaître des mutations extrêmement importantes. Donc on est dans un quartier où les mutations urbaines vont se développer. J'en prends un exemple, parce que tous les Biarros le connaissent. Vous connaissez le garage Portette, évidemment. Eh bien, les messieurs Portette ont décidé d'arrêter leur activité, de prendre leur retraite. Et donc, à la place de ce garage, dans les prochains mois, dans les 2 prochaines années, on verra apparaître des logements aussi, des programmes immobiliers qui longeront le boulevard du BAB, qui du coup, lui, deviendra de plus en plus un boulevard urbain. Et donc, tout ce quartier, tout cet ensemble, et on vous montrera tout à l'heure des évocations de ces mutations qui sont en cours, ce quartier va donc profondément se modifier, et c'est dans ce quartier modifié que s'inscrira le plateau d'Aguilera. Voilà pour notre programme de ce soir. Comme d'habitude, je vous propose que nous allons avoir environ 3/4 d'heure de présentation, de façon à laisser la place aux questions, et que nous nous quittions à une heure raisonnable, c'est-à-dire vers 20h, 20h15, comme on l'a fait les fois précédentes, encore que les fois précédentes, on est allé, je crois, jusqu'à 20h30. Mais c'est vous qui en déciderez par les questions que vous poserez. Nous sommes évidemment à votre disposition. Voilà. Alors, on va commencer, tiens, Monsieur Landrin, on va redécouvrir cette zone d'Aguilera. On a un petit film à vous montrer. On avait un petit film à vous montrer. Nous l'avons. Le voilà. Vous pouvez éteindre un peu les lumières, là. Je sais pas, quelqu'un, voilà. Voilà. On le connaît, voilà, on le survole, là, les équipements sportifs que vous connaissez. Un plateau qui est dédié à la pelote, ici le Rayalai, qui est dédié au rugby. Au passage, bravo au Biarritz, au BOPB pour sa qualification, avec ces nouvelles tribunes qui ont été construites voilà quelques années.
Voilà un drop goal réussi. Cette emblématique Villa Rose, les tennis aussi, qui eux aussi sont vétustes et qui doivent être modernisés. Tout ça, vous connaissez, bien évidemment. Ces images nous sont familières. Le terrain dit de Coubertin, terrain d'entraînement. Autour de ce terrain, une piste qui est réservée à l'athlétisme, mais dont vous constatez aujourd'hui qu'elle est dégradée quand même, donc il faut l'améliorer. Ce parking sur le côté, très important, cette zone qui aujourd'hui est inoccupée, sauf les jours de match où effectivement les voitures se déposent à cet endroit. Et puis si on remonte, on va découvrir... On s'arrête là ? Mais on pourrait découvrir l'USB. J'ai vu le président de l'USB dans la salle, par là, Monsieur Joucou. Bon, voilà. Donc cet espace, ce plateau d'Aguilera, est puis bordé par la voie du BAB qui le longe. Alors, on va, Monsieur Landrin, si vous voulez venir à mes côtés, on va donc commencer cette présentation et d'abord faire une sorte d'état des lieux. Donc la première partie, effectivement, Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, il s'agit de rebalayer ce que vous connaissez sans doute, mais c'est un socle qui a permis d'avancer sur le projet qui vous sera présenté dans les diapos qui suivent. Le site d'Aguilera, c'est, effectivement, vous l'avez dit, c'est plus de 10 hectares. Aujourd'hui, quand on prend la globalité du site, sauf le bois de Montorient, jusqu'à l'USB, qui accueille... Vous l'avez balayé un certain nombre d'activités au sport, ça a toujours été le cas, le rugby, le tennis, la pelote, de manière plus ancienne, l'équitation ou le rink hockey, enfin, ou le hockey sur gazon, à l'emplacement du parking que vous évoquiez précédemment. Les fonctions sportives, elles y sont présentes, elles sont les unes à côté des autres, pas forcément de manière très structurée. Par contre, c'est vrai que c'est une offre, vous l'avez vu sur la vue aérienne, d'hyper-centre-ville très bien placé par rapport à un réseau de voirie. C'est un site exceptionnel, un peu vieillissant. Les photos étaient superbes, mais au niveau du sol, quand on est sur les espaces publics, ils ne sont pas forcément de très grande qualité. Et certains équipements sportifs, vous l'avez cité, ont mérite d'être revisités. Une petite diapo sur les usages pour rappeler un petit peu l'effectif qui peut aujourd'hui évoluer sur l'ensemble du site. L'USB, alors on a pris le nombre de pratiquants qui normalement est plutôt sur Aguilera, donc c'est près de 2000 adhérents. Le bac, environ 200, les boulistes une centaine. Et puis le BO Omnisport avec ses différentes sections, plus de 570 adhérents à la section tennis. L'école de rugby, une centaine, sachant que les autres sont situés au polo. Bien évidemment, le club pro du BOPB, la section athlétisme, avec près de 250 adhérents, le BO Fitness, le BO Musculation et le rugby féminin. Donc vous comprenez, énormément d'usagers, on en a certainement oublié, plus ceux qui viennent fréquenter le site, qui ne sont pas forcément licenciés et qui pratiquent l'entraînement sportif. Un site fortement sollicité en termes d'usage sportif. Site donc très fréquenté, on l'a vu un petit peu vieillissant, et qui offre aussi une caractéristique un petit peu particulière, c'est que c'est un site extraordinairement enclavé. Ça, c'est vraiment une observation qui est très importante, parce que compte tenu des pratiques sur ce site, compte tenu du nombre de licenciés, compte tenu de tous ceux qui le fréquentent, on a effectivement des accès que vous connaissez, qui sont des accès totalement inadaptés. Voilà, il y a le boulevard du BAB sur lequel on n'a aucune entrée-sortie. L'entrée ouest est très étroite, que ce soit par l'impasse d'Aguilera, par exemple, les photos le montrent. Les accès nord sont un petit peu compliqués. Donc c'est vrai que c'est un site qui aujourd'hui est un peu introverti, c'est-à-dire que tout fait dos un petit peu à l'espace public, à la rue, tout se tourne vers l'intérieur, pas forcément aisé à entrer et à en sortir,
Et c'est quand même une contradiction. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut améliorer. Avec l'importance des usages. Avec l'importance des usages, avec les nouveaux usages que nous allons évoquer tout à l'heure, et pour des éléments et des équipements qui sont quand même emblématiques et qui sont très, très attractifs. On évoquait tout à l'heure, je parlais de la qualité des espaces publics. On n'a pas véritablement une organisation, ce qu'on appelle une trame d'organisation de ce plateau. C'est-à-dire que ça s'est construit, comme j'évoquais tout à l'heure, un peu au gré des différents usages. On n'a pas, mis à part l'alignement historique de Platane que vous connaissez qui mène à la Villa Rose, voilà, de véritables éléments qualitatifs du patrimoine en dehors des équipements sportifs qui préexistent. Et on a surtout énormément d'enrobés, de chaussées, de parkings, avec des gens qui sont un peu lâchés dans la nature, et on n'a pas cette image de rentrer dans un plateau, un petit peu, j'allais dire à l'américaine entre guillemets, mais un espèce de campus sportif qui permet de se garer un petit peu loin et à un moment donné d'y pratiquer dans des environnements agréables et qualitatifs. Donc il y a un véritable enjeu aussi sur la qualité de ces espaces publics. On va évoquer maintenant, Monsieur le maire, si vous le voulez bien, donc le projet en lui-même. Alors d'abord, le projet, c'est donc la valorisation des équipements sportifs, des infrastructures sportives qui existent aujourd'hui, comme vous le rappeliez, dont certaines ont vieilli et méritent d'être valorisées. Donc dans le projet, j'évoquais 10 hectares, il y a plus de 9 hectares, on les comptabilisait tout à l'heure, c'est 9 hectares et demi à peu près, donc c'est presque 95% du site qui reste dédié à la pratique sportive. C'est même un petit peu plus parce qu'on verra que la piste d'entraînement dans le bois n'est pas comptée dans ces mètres carrés-là. Donc ça veut vraiment dire que le plateau sportif trouve toute son intégrité, est préservé, et que les différents équipements qu'on va balayer, vous voyez le plan masse ici qui vous a déjà été présenté peut-être sous d'autres formes dans les documents ou dans les réunions précédentes. On retrouve les 9 hectares, les 9 hectares et demi, c'est ce périmètre violet qui entoure tout le plateau sportif et où sont réparties les différentes activités que l'on va balayer tout à l'heure. On y retrouve le terrain Banderne, pardon. Allez-y. Le terrain Banderne, ici, qui va être revisité. Les tennis, bien évidemment, sont indiqués les cours que nous allons évoquer tout à l'heure qui vont être refaits. La piscine, l'USB, les parkings. Donc on a véritablement une offre sportive de plus haut niveau que celle qui préexistait et requalifiée. On balaye les éléments les uns derrière les autres. Rugby. Donc vont être refaits un certain nombre deux terrains. Le terrain synthétique, donc le terrain Banderne. Le terrain Banderne, c'est un usage mixte qui est plutôt dédié donc au BO rugby, bien évidemment le BOPB y aura accès, et aussi la possibilité d'y jouer au foot par des pré-marquages, comme on peut le voir sur les terrains du polo qui ont déjà été réalisés. Donc ça veut dire un terrain qui sera en capacité d'accueillir des rotations intensives de clubs, d'équipes, alors que les terrains en herbe, dès qu'il pleut, ce qui se fait de plus en plus rare, mais quand même, dès qu'il pleut, deviennent inopérants, notamment quand on pratique le rugby et qu'il faut remettre en état les différentes pelouses. Pour ceux ou celles d'entre vous qui veulent avoir une idée de ce qu'est un terrain synthétique, je vous recommande d'aller à l'hippodrome où le mois dernier, nous avons inauguré un terrain synthétique pour le rugby et pour le football. Et les terrains synthétiques ont fait des progrès considérables, vraiment, par rapport à ceux d'il y a 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, on a des produits de synthèse qui sont très très qualitatifs et vraiment c'est un confort pour les joueurs qui le disent eux-mêmes, un confort considérable, et puis effectivement l'assurance de pouvoir jouer à peu près quels que soient les caprices de la météo. Quel que soit le temps, et puis ça permet effectivement de faire tourner les équipes. Il ne reste plus que donc à avoir le nombre de vestiaires adaptés pour que les équipes puissent se changer. Quand une sort, l'autre peut rentrer. C'est une souplesse et un confort incomparable. Terrain homologué, c'est-à-dire que pourront s'y disputer des compétitions voilà. Officielles. Tout à fait. Un terrain d'entraînement enherbé, vous l'avez évoqué sur le terrain Coubertin. Donc là, c'est un terrain donc forcément en herbe et qui sera entouré, vous le verrez tout à l'heure, effectivement, de la piste de l'athlétisme, on le voit ici, qui sera rénové. Le terrain d'honneur, lui, est préservé avec une réfection qui est en cours cette année et une mise aux normes de l'éclairage pour correspondre aux normes de la Ligue.
et une capacité d'évolution possible du stade du BOPB qui est préservé, puisqu'il faut aussi, dans des projets comme ça stratégiques à long terme, préserver l'avenir sur d'éventuelles évolutions des bâtiments ou des équipements. Au niveau de l'athlétisme, donc la piste de 330 mètres, c'est une dimension normale. Les pistes font ou 400, ou 330, ou 250. Pas forcément à la place de mettre des pistes de 400 mètres qui sont beaucoup plus gourmandes en foncier. Donc la piste de 330 mètres sera rénovée. La piste de sprint sera maintenue. Dès cette année, on va aussi refaire, c'est pour ça que la photo de la cité scolaire est présentée, la piste de sprint de La Rochefoucauld qui sert notamment aux scolaires et qui est en mauvais état et qui fait partie aussi du patrimoine de l'offre sportive de Biarritz. Et enfin, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'au-delà de ces pistes très formelles, un parcours d'échauffement et d'entraînement est envisagé et sera créé dans le bois de Montorient. Une sorte de mini-parcours Vita, on peut dire ça comme ça ? Oui, alors on peut, c'est-à-dire qu'une piste, c'est très organisé, c'est assez formel dans les modalités d'entraînement. Par contre, je pense que tout sportif qui se rend à Aguilera, qui soit tennisman, qui fasse de la muscu, de la fitness, etc., peut être amené à courir, à avoir des séquences de fractionnés et autres. Et donc, c'est intéressant aussi d'avoir un parcours un peu urbain, voire avec des sols un peu souples dans le bois de Montorient. Voilà, ça multiplie les possibilités d'usage et de pratique. Vous évoquiez au début de votre présentation les tennis, donc effectivement, il y a un certain nombre de cours. Alors, juste dire, Christophe, que cette évolution du tennis a été voulue telle qu'elle va être présentée par le BO Tennis. Tout à fait. Donc, un certain nombre de travaux ont déjà été menés sur les cours principaux. Par contre, 4 cours, alors je connais pas, j'ai pas en tête les numéros, mais ceux qui sont donc situés le plus au nord vont être refaits en surface rapide. Et sur ces 4, un cours va être dédié au paddle. Donc le paddle, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai mis une photo, c'est un format plus ludique, plus restreint. On joue avec les rebonds des parois verticales. Voilà, donc c'est une forme à la fois d'entraînement, d'initiation, de retour à une pratique ludique. Et en tout cas, c'était voulu et souhaité par la section tennis. Donc c'est pour ça que ça fait partie intégrale du projet. Au niveau des bâtiments et des espaces publics. Donc, la photo de la Villa Rose, mais il y a d'autres équipements. Donc, l'USB qui quittera ses anciens locaux, ces locaux actuels, qui sont situés le long du BAB, pour rentrer en cœur de plateau sportif. Le terrain de boule, donc, qui va être transféré dans le courant de l'année 2018 sur le site du Polo, où est rassemblée la pratique donc de parce ce que sport. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 types de pratiques de la pétanque. Il y a la pétanque classique, c'est ce que pratiquait l'association du Polo, et puis il y a les boules lyonnaises, qui supposent des élans et des surfaces beaucoup plus importantes. Et les 2 associations de pétanque ont décidé de ne faire qu'une. Et donc les 2 types de pratiques se dérouleront désormais au Polo. Avec des travaux qui seront menés aussi au Polo pour réaliser correctement les pistes de lyonnaises qui sont un petit peu spécifiques et qui avaient déjà été faites à Aguilera et qui seront déplacées sur ce site-là. Tout ça se fait après dialogue avec les associations et que ce soit sur la pétanque ou sur les autres aspects, et sur leurs conseils et sur ce qu'ils considèrent comme étant les bonnes infrastructures. De nouveaux bâtiments associatifs, vous l'avez évoqué, vont donc être construits. Ils seront mutualisés pour certains d'entre eux. En tout cas, c'est près de 3000 m² de locaux. On n'est pas encore certains du chiffre, parce que les discussions ont toujours lieu entre notre programmiste et les associations. Des rendez-vous sont d'ailleurs calés dans les semaines qui viennent pour caler au mieux les bureaux, les mètres carrés de pratique, ceux qui peuvent être mutualisés ou pas, et optimiser les mètres carrés construits. Bien évidemment, la réhabilitation de la Villa Rose comme siège administratif, à la fois les bureaux du BOPB, mais aussi la direction du BO Omnisport. Et les plantations, la remise en état des espaces publics qui avait été évoquée tout à l'heure, pour que, au-delà des équipements qui sont refaits, des entités éparses qui sont réalisées, il y ait un véritable lien, un socle commun, piéton, et d'une qualité optimale.
Enfin, un objet nouveau, la piscine. Donc, la piscine, vous le savez, donc la décision a été prise d'une construction d'une piscine extérieure de 25 mètres, 6 ou 8 couloirs. Les options sont pour l'instant pas complètement figées. Elle vient compléter, on a laissé volontairement la photo de la piscine Lamotte, qui sera réhabilitée, notamment sa partie vestiaire qui est aujourd'hui un petit peu obsolète. La piscine Lamotte sera plutôt orientée sur un public scolaire, sur un grand public loisir, parce qu'elle est couverte, elle est proche de la zone touristique, alors que la piscine extérieure sera plutôt à vocation, on va dire, associative et sportive. Et une 25 par 6 couloirs permet notamment, ce chiffre est intéressant à garder en tête, de doubler l'offre associative et sportive. Les créneaux sont aujourd'hui saturés. Réaliser un ouvrage comme celui-là permet d'offrir 2 fois plus de créneaux aux gens qui aujourd'hui le demandent et qui, c'est vrai, sont confrontés à des horaires par moment un petit peu, ou alors à des saturations de couloirs un petit peu intenses. Les besoins en équipement nautique se calculent en mètres carrés. La piscine Lamotte aujourd'hui représente 460 et un petit peu plus, 460 mètres carrés disponibles pour la nage et la natation. Une nouvelle piscine comme celle qui est prévue va représenter la même surface, c'est-à-dire que Biarritz aura environ 1 millier de mètres carrés de bassin nautique. Voilà, donc c'est pour notre ville très important, et tous les usagers de la piscine, c'est-à-dire à la fois les usagers sportifs, les associations, les jeunes, les écoles, le public simplement, vont se partager ces 2 bassins, comme l'a dit Christophe Landrin. Celle d'Aguilera sera une piscine plus sportive, parce que moins protégée que la piscine Lamotte. Mais avec 1000 mètres carrés, un millier de mètres carrés de bassin nautique, notre ville pourra compenser la saturation que connaît aujourd'hui la piscine Lamotte. Donc, au niveau de la présentation du projet sportif, voilà un tour à peu près, un panorama à peu près complet des équipements qui sont soit réhabilités, soit créés. Pour compléter la présentation du plateau sportif d'Aguilera et de l'aménagement du quartier, il était important, vous l'avez souligné, d'évoquer ce qui se passe autour, et notamment tout ce qui est le renouvellement urbain en périphérie immédiate. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout ce qui bouge autour de ce site. Alors, ça bouge notamment au nord. Le carrefour, la ville d'Anglet a lancé une opération donc sur le carrefour de La Rochefoucauld, sur le BAB. Vous en avez vu quelques infographies dans la presse il n'y a pas si longtemps. Il y a 2 chantiers qui sont en cours. Alors l'un a démarré sur le petit terrain situé en face de la carrosserie Portet, donc ici, et à l'emplacement de l'école. Donc il y a aussi un chantier qui va démarrer avec la construction de logements privés et sociaux qui ont été vendus donc assez récemment. Donc la partie nord va évoluer très rapidement. Vous évoquiez à terme la mutation, même si la carrosserie continue de fonctionner bien évidemment, de la carrosserie Portet, mais c'est un îlot bâti non négligeable, ce qui fait que tout l'environnement du BAB va quand même évoluer, toute l'entrée de ville, que ce soit d'Anglet ou de Biarritz, puisqu'on peut voir effectivement la pièce des 2 côtés, va quand même considérablement évoluer. Ce qui permettra aussi, vraisemblablement, de faire évoluer le BAB. Le BAB, aujourd'hui, c'est une voie de transit interne à l'agglomération, c'est la voie la plus fréquentée, c'est la voie qui garantit des liaisons assez rapides entre les communes. Par contre, elle a une vitesse pratiquée qui est par moments un peu incompatible avec l'ensemble des usages qui se situent aujourd'hui à côté. Donc l'idée, c'est de la pacifier, non pas de la rendre comme une voirie urbaine. Elle a déjà un caractère urbain, mais pas une rue avec des entrées-sorties tous les 10 mètres. Lui garder cette possibilité de faire transiter un nombre de véhicules important, mais à vitesse peut-être un peu réduite, et en ayant un nouveau carrefour situé en face entre la Polyclinique et Aguilera, permettant une meilleure desserte des 2 quartiers, puisque l'évolution sera notable tout autour. Donc une mutation de la partie nord, et alors c'est plus symbolique, mais le carrefour Chassin, le garage, donc on est toujours sur Anglet, la mutation aussi de l'ancien garage en immeuble de logement. Donc
voilà, il y a une offre à la fois de logement et commercial qui va se faire à cet endroit-là. Des travaux qui tardent à cet endroit-là, Oui. parce qu'il y a un recours qui a été déposé face au projet envisagé. Et une offre de renouvellement urbain qui, elle aussi, traverse l'agglomération, c'est Trambus, parce que vous évoquiez la première présentation, mais Trambus passe le long d'Aguilera avec une station de Trambus qui est située à l'emplacement de l'arrêt existant devant Aguilera. Donc aussi un vecteur de transformation urbaine. Alors Christophe, indiquez, parce qu'on disait tout à l'heure que ce plateau sportif n'était pas du tout accessible ou de façon très incommode, montrez-nous quelle va être la sortie sur le BAB. Alors la sortie est ici, alors je suis désolé, elle est pour l'instant un peu schématique, la polyclinique est là, là le rail à l'ail, et donc on aurait une sortie en face avec un nouveau carrefour qui sera... la ville d'Anglet souhaite que la place de la Rochefoucauld, donc située sur le territoire bien évidemment de cette commune, soit régulée par des carrefours à feu. L'idée, c'est que ce carrefour soit lui aussi régulé sur un carrefour à feu de manière séquencée avec celui d'Anglet, de manière à ce qu'il y ait une sorte d'onde verte, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que quand on passe à vitesse normalisée, 50 km/h ou en dessous, on puisse circuler pour garantir ce débit qu'a le BAB. L'idée, c'est pas d'en faire, comme je disais tout à l'heure, une rue où le trafic ne peut plus passer. Je crois qu'il faut lui conserver cet axe, cette caractéristique de boyau interne à l'agglomération qui permet une desserte rapide des trois villes, tout en lui offrant d'autres éléments de transformation comme des trottoirs, éventuellement des plantations. Sur Biarritz, c'est déjà bien planté, mais sur d'autres parties, ça ne l'est pas. Et un rapport à la ville plus construit, donc avec et ça permettra aussi un meilleur accès à la polyclinique et une transparence entre les deux quartiers. Aujourd'hui, les gens le franchissent de manière un petit peu dangereuse et olé olé, notamment les jours de match. Cette voirie pratiquée à plus de 70 km/h assez souvent. Donc, vous voyez que d'un point de vue de l'urbanisme, c'est tout ce quartier de La Rochefoucauld-Aguilera qui, dans les 2, 3, 4 années qui viennent, va muter, va se transformer, va évoluer, avec au cœur de ce quartier le plateau sportif. Et donc du coup, en parallèle, et aussi pour permettre de résoudre des équations financières, une offre de logement équilibrée. Vous l'avez évoqué, donc 200 à 230 logements qui sont sur les 3 parcelles que vous connaissez, c'est-à-dire la future ex-parcelle de l'USB au nord, le long de la rue Sino del Duca, donc dans les limites constructibles du bois de Montorient. On voit d'ailleurs le petit parcours qui est dessiné à l'intérieur de ce bois. Et ceux dont vous venez de parler, qui seront en vis-à-vis avec les logements et les programmes immobiliers de l'autre côté du BAB. Alors voilà, ça c'est l'USB. Donc en face, on devine les traces des autres programmes, notamment celui qui est envisagé à terme sur les terrains Portet, les nouveaux sur Montorient, éventuellement une petite poche dans la continuité des petits collectifs qui existent au niveau de l'impasse d'Aguilera, pour un volume assez maîtrisé de logements et qui n'impacte pas, c'est pour ça que le tracé violet est resté, les 9 hectares du plateau sportif. Est-ce qu'on a expliqué la migration de l'USB ? Oui, il me semble. On pourra la réexpliquer si jamais Monsieur le Président le souhaite. Question de calendrier opérationnel ? On y va. Donc 2017, l'appel d'offres est en cours donc sur le terrain synthétique, donc la remise en état et la transformation de ce terrain en un terrain mix foot-rugby, donc on l'évoquait. Les travaux de remise en état de la Villa Rose. Une reprise pour l'instant provisoire qui permettra pendant les travaux du terrain moderne au BOPB de s'entraîner. Donc des travaux ils sont en cours de remise en état de la partie enherbée de Coubertin, mais sans plus, ce ne sera pas une reprise généralisée qui viendra un peu plus tard. La piste de sprint de La Rochefoucauld, notamment pour les scolaires, et puis les premières études de programmation de maîtrise d'œuvre des bâtiments associatifs, parce que tout ça met un petit peu de temps, le temps d'avoir les PC, les permis de construire, de lancer les appels d'offres pour la réalisation de ces bâtiments. Donc ça, c'est le programme pour 2017. Rythme soutenu 2018, donc la réalisation cette fois-ci du terrain et de la piste de Coubertin,
c'est-à-dire remise en état sur place de la piste de Coubertin en cendré mais conforme, et du terrain en herbé pour l'entraînement du BOPB, la reprise des terrains de tennis, donc les 4 cours avec les 2 cours de paddle en bleu, tel qu'indiqué sur le plan, et le démarrage de la construction des locaux, notamment de l'USB. Et enfin, le lancement de la maîtrise d'œuvre de la piscine. Si on l'a pas engagé avant, mais bon voilà, l'idée sur 2018, c'est d'avoir finalisé l'objet piscine lui aussi. Et enfin, en 2019 et 2020, c'est la construction de la piscine, la fin des travaux de l'USB, le démarrage des travaux des locaux associatifs qui sont situés le long de l'avenue Henri Agette dans les terrains de l'ancienne tribune Binderne. En 2019 devrait être approuvé le PLUI, donc le PLU intercommunal de l'agglomération, qui permettra donc de céder les fonciers pour la réalisation et le dépôt des permis de construire des futurs logements. Mais ces évolutions foncières qui nous permettront à la fois de réaliser ces logements et par les cessions foncières également d'équilibrer le modèle économique de l'opération, ne peuvent se faire que lorsque le plan local d'urbanisme intercommunal entrera en vigueur. Et vous savez que ce PLUI, qui va s'appliquer sur l'ensemble des communes qui le concernent, remplacera les PLU communaux, mais il faut attendre ces modifications du PLUI pour effectivement opérer les cessions foncières qui permettront de réaliser le logement. Vous avez fini ? Oui. Voilà. Donc le projet d'Aguilera dans toute son intégrité. Et maintenant, je vous propose, si vous voulez, la parole est à vous pour des questions, des remarques, des observations. Qui veut prendre la parole ? Ah oui, on a oublié une chose, pardon Michel, excuse-moi qu'on aurait pu montrer davantage, et qui concerne les espaces qui sont réservés autour de la grande tribune Serge Blanco, les espaces qui sont réservés au Biarritz Olympique Pays Basque. J'ai vu le directeur du BOPB qui était là tout à l'heure, Pierre, tu es là, et le Biarritz Olympique a des projets de développement. Oui, ce serait intéressant que vous le remontriez. Le Biarritz Olympique, le BOPB, a des projets de développement importants, comme souvent les clubs aujourd'hui sportifs en ont, c'est-à-dire imaginer de créer un certain nombre d'infrastructures qui dépendront du club et qui permettront au club d'avoir des recettes financières nouvelles. Donc, l'espace que vous montrez, l'espace qui est réservé au BOPB, et le BOPB attend les investisseurs qui permettront de réaliser ces espaces qui seront dédiés à des équipes sportives qui viendront s'entraîner, etc. Enfin bon, il y a tout un projet du BOPB que nous allons accueillir sur ce plateau d'Aguilera. Pardon. Voilà, je voulais ajouter ça. Michel. Attends, le micro. Là. Oui. Vu les résultats du BO, on peut penser que... Quoi ? Ah oui, vas-y. Vu les résultats futurs du Biarritz Olympique, puisque nous sommes sur une belle ascension, au point de vue parking, concernant donc les matchs... Donc les parkings, quelquefois, sont assez réduits. Enfin, il y en manque. On va sur la piste, sur la centrale. Il y en a moins qu'avant. Il y en aura moins qu'avant ? Voilà. C'est la question. Oui, on voit bien qu'il y en a moins qu'avant, puisque on les voit là sous l'USB. Voilà. Et puis l'équipement nautique et l'USB mangent une partie de ce parking que nous avons vu tout à fait dans les premières images. Mais
on est là sur quelque chose qui est de la même nature que ce qu'on a pu voir pour la Côte des Basques ou qu'on a pu voir sur d'autres sujets. C'est-à-dire que la vocation des espaces, là, n'est pas fait pour mettre des voitures. Donc il y aura des voitures, il y aura un équipement, mais, et ça on a déjà parlé avec le BO à plusieurs reprises, il faut que les voitures se garent plus loin et soient amenées avec des navettes et avec un certain nombre de véhicules alternatifs qui amèneront les spectateurs directement sur le site. Voilà, cet aménagement va se faire. On est toujours sur la même logique. Hein. De moins en moins, les usagers, que ce soit des usagers du commerce, des équipements sportifs, quelles que soient les infrastructures, de moins en moins, ils pourront arriver directement avec leur voiture. Et donc, c'est des parkings périphériques qui permettront effectivement d'aller avec des moyens alternatifs adaptés qui permettront d'aller. J'ajoute, oui. Et puis en plus, c'est un site qui effectivement est très bien desservi puisque c'est sur le trajet du trambus qui va être mis en service en 2019 au moment où justement, normalement, l'opération sera engagée. Mais pour répondre à ta question, il y aura moins de voitures. Oui. Moins de voitures. Donc il faudra soit du vélo, le vélo électrique maintenant, ou bien un scooter, etc. Ou à pied. Bien sûr, les deux roues, le vélo, tout ça, c'est excellent. Ou à pied, c'est pas mal. Une autre question, j'avais entendu parler d'une passerelle pour passer d'un côté de l'autre du BAB. Est-ce qu'il y a quelque chose... c'est plus d'actualité. C'est plus d'actualité. Bon, on n'en parle plus. On y va. Pardon. Comment ça marche ça? Je parle dedans simplement. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur Venac. Vous venez d'évoquer un problème qui nous gêne depuis des années, nous qui habitons à côté d'Aguilera. Actuellement, avec tous les matchs qu'il y a, nous ne pouvons plus rentrer chez nous. Et ça dure depuis des années. Où habitez-vous madame? Boulevard Clodénia, la résidence Clodénia. D'accord, oui. Avenue Maréchal Delattre. Ah d'accord, Delattre de Tassigny, d'accord, bon. oui. Nous ne pouvons plus emprunter... Parce que les voitures se garent tout le long du trottoir. Voilà. Nous ne pouvons plus emprunter la rue Sapia, oui. Parce que les voitures se mettent de côté. Ouais, je vois, oui. Et quand nous descendons pour rentrer chez nous, nous avons une voiture qui arrive de Biarritz et qui veut monter vers Parme. Et là, nous ne pouvons plus passer. Ça dure depuis des années. Maintenant que vous venez d'annoncer qu'il y aura moins de parking, que l'on se garera autour, eh ben non. Ah, j'ai pas dit ça. Oui. J'ai pas dit qu'on se garerait autour. J'ai dit qu'il y aurait des parkings dits, qu'on appelle des parkings relais ou des parkings de dissuasion. Et qu'on pourra se garer plus loin. Les gens ne se gareront pas plus loin. Madame, ils continueront à faire ce qu'ils font depuis des années. Probablement qu'il y aura toujours des gens qui se gareront sur ces trottoirs. Mais pourquoi il n'y a pas de contrôle de police à ce moment-là? Je le vois, madame. Mais nous ne pouvons même pas rentrer chez nous. Il faut qu'on fasse le tour pour aller se garer très loin et aller rechercher sa voiture après le match. C'est pas normal. C'est sûr, mais écoutez, je crois qu'il faut que... moi, je crois que dans une ville, il faut quand même que tous ceux qui ont des activités différentes se supportent un peu les uns les autres. Ah, mais non, mais là, c'est différent. Madame, vous avez, il y a un match tous les 15 jours. D'abord, c'est un jour par semaine et une fois tous les 15 jours. Je comprends votre gêne, mais qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas envoyer mais la police municipale le dimanche. Mais comment vous ferez dans le futur avec davantage d'activités? Il y aura davantage de jours, davantage de personnes. Où allez-vous mettre les voitures? Je vous l'ai dit, dans des parkings relais. Des parkings ils ne veulent pas, les gens ne veulent pas les Comment? parkings Mais relais. bien sûr que si. Partout, ça se fait comme ça. Enfin, aujourd'hui, madame, les voitures ont moins de présence dans les villes. C'est comme ça dans toutes les villes du monde. C'est-à-dire qu'on retient les voitures un peu à l'extérieur et on amène les gens avec d'autres moyens. En navette. En navette. On n'a aucune navette qui arrive à Aguilera. Mais aujourd'hui, bien évidemment. Pourquoi pas maintenant, puisque nous avons la possibilité d'avoir des navettes dans la ville de Biarritz, elles ne vont pas jusqu'à Aguilera. Bon, madame, les réseaux de navettes vont se modifier. Le programme du plateau d'Aguilera va poser la question de l'accessibilité à ce plateau. On est d'accord, effectivement. mais alors si on ne commence pas
Comment? Si on ne commence pas à l'étudier maintenant, Mais c'est maintenant qu'on l'étudie. Eh bien, on aura voilà. un blocage Vous très savez, vite. on a fait cet été, je le redis, pendant 50 jours. Cet été, entre le mois de juillet et le mois d'août, nous avons fait un premier essai de parking relais à Irati. Hein, pendant ces 50 jours-là, il y a 7500 voitures qui ne sont pas rentrées dans Biarritz, qui sont restées dans ce parking relais, et les passagers ont été acheminés avec des navettes ou avec des petits bus jusqu'à leurs hôtels. Leurs voitures étaient protégées par des systèmes de sécurité, donc leur voiture était en sécurité. C'est peu, 7500 voitures, mais on va recommencer l'expérience cette année en y ajoutant également le parking relais du Railallai, une partie du parking du Railallai, et il faut que nous apprenions tous, il faut que nous apprenions à laisser nos voitures un peu éloignées du lieu où nous allons, que ce soit un commerce, que ce soit un équipement sportif comme celui-là, mais si nous laissons notre voiture, il faudra qu'il y ait une alternative, et cette alternative, c'est le transport public, c'est le transport en commun. Ils vont se situer. Madame, je comprends vos inquiétudes et je comprends vos craintes parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de ne pas pouvoir rentrer chez soi. Ça, je le comprends véritablement. Et quand on arrive à Aguilera et on voit toutes les voitures le long du... Nous, on est un peu contents parce qu'on se dit il y a du monde et c'est bon pour le trésorier du BO. Mais en même temps, je comprends que pour vous, ça soit non, c'est un problème que vous posez qui est réel. On ne peut pas le résoudre en claquant des doigts, mais je vous assure que nous y sommes sensibles, c'est-à-dire pour avoir une accessibilité moderne à ce plateau sportif. Ok, on y va. Bonjour, Thierry Bonjour, Gasnier, bonsoir. j'habite à l'Aide d'Aguilera. Oui. C'est une année qui est en très mauvais état, beaucoup de nids de poules, je pense que vous le savez. Alors j'ai 3 questions. La première, qui est en charge de l'entretien de cette allée? Entre Biarritz et Anglette, je pense que vous vous renvoyez la balle. La deuxième, c'est comment vous allez prévoir les accès aux camions? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les camions, les engins qui vont obligatoirement accéder pour les travaux, comment est-ce que c'est prévu? Et la troisième question, c'est est-ce que la remise en état de l'allée d'Aguilera est prévue à la fin des travaux? Monsieur Landry. Je me défausse pas, hein, mais c'est lui qui c'est son boulot. Hein. Alors l'allée d'Aguilera, oui, comme d'autres rues à Biarritz, il n'y en a pas beaucoup, mais a la particularité d'être partagée par les 2 communes. Vous l'avez évoqué. Donc c'est vrai qu'elle a à la fois elle a un gabarit, à la fois elle a bénéficié d'un entretien plutôt limité. Donc il est prévu cette année qu'elle soit refaite, puisque on a travaillé avec la ville d'Anglette. Donc elle sera refaite avant les travaux du site. Pourquoi? Parce que c'est pas une allée qui va être utilisée pendant le chantier. Elle est, franchement, elle est pas d'un gabarit qui le permet. Il y a énormément de construction, de lotissements, de maisons, de sorties riverains, etc. Donc ça n'a pas d'intérêt. Et on s'est entendu donc avec les services de la ville d'Anglette pour réaliser dès cette année des travaux qui, à la fois, consistent à améliorer l'état et réaliser aussi des chicanes et des systèmes de protection des entrées-sorties, ralentir un petit peu le flux et permettre le passage des différents véhicules. Alors, je vous invite, parce que j'ai pas le plan là sous les yeux, mais à vous rapprocher chez nous de la direction des espaces publics qui vous présentera le projet. Il a été discuté encore très très récemment avec les services de la ville d'Anglette et donc c'est des travaux qui sont bien prévus. Et donc et on reverra, oui, M. Destison me confirme aussi, on reverra l'éclairage aussi. Et bien évidemment... Venez au service de l'urbanisme, monsieur. Espace public. Espace public. Espace public, pardon. Donc M. Chénaud, directeur de service, qui vous donnera ces différents éléments. Et vous rassurez, oui, l'entrée principale du chantier, elle sera plutôt sur la rue Agette que sur la rue... même pour le tennis, accessoirement pour aller accéder des montées, un grillage, etc. Mais vraiment, ce sera beaucoup plus intense sur le reste, voire sur le BAB. Il n'est même pas impossible qu'il y ait une entrée provisoire qui soit faite, c'est-à-dire qu'il n'existe pas aujourd'hui. Ça se fait depuis le BAB. Chantier, oui. Et il y avait une troisième question. Chantier.
remise en état et travaux. Monsieur le maire, Madame. vous prévoyez, j'en suis très heureuse, la rénovation de la Villa Rose. À quoi va-t-elle servir? Qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Alors, d'abord, vous dire que cette Villa Rose, elle est dans un état lamentable. Or, moi, je trouve que la Villa Rose, enfin, je sais pas, c'est sans doute votre avis aussi, je pense, c'est un emblème sur ce plateau d'Aguilera. Moi, je me souviens du temps où Roger Coudert commentait les matchs de rugby, et chaque fois, Roger Coudert disait « La Villa Rose de Biarritz, la Villa Rose d'Aguilera ». Écoutez, pour moi, c'est presque un monument historique. Et donc, cette jolie villa, il faut la remettre à neuf. Qu'est-ce qu'elle va accueillir? Parce qu'elle n'est pas très grande à l'intérieur. Hein. Curieusement, je crois qu'il y a 140 ou 160 mètres carrés, c'est pas très important. Mais elle va accueillir les services administratifs du BO Omnisport et du BOPB. Des services administratifs. Bonsoir. Bonsoir madame. Je suis une adepte de la piscine La Motte, Oui. ouverte au public et effectivement saturée aux heures d'ouverture du public. Et je trouve dommage, et pour le public et en termes de rentabilité, que la piscine que vous prévoyez sur l'espace Aguilera soit une piscine découverte. Avec 4 mois, on peut estimer 4 mois d'ouverture versus 12 mois. Ah non, davantage, vraiment davantage. Bah Oui. écoutez, mai, on est au mois de mai, là, il fait vraiment pas très très chaud Non. quand même. Donc c'est juin, juillet, août, septembre. Madame, ce sont des piscines qui sont chauffées lorsqu'il Oui, fait froid. bien sûr. Hein, donc ça veut dire qu'on peut avoir un usage de cette piscine à longueur d'année, sauf évidemment Non, quand il... j'y crois pas. Je suis pas Mais- vraiment certaine. Je viens d'une municipalité où il y avait effectivement une piscine découverte, Enfin, en tout cas, qui n'était ouverte que pendant les périodes estivales. En tout cas, de façon plus longue que pendant 4 mois, madame. Voilà. Donc, la piscine de Loga à Bayonne et l'ancienne des Hauts-de-Sainte-Croix étaient des piscines découvertes. Les sportifs ont l'habitude d'utiliser des piscines découvertes. Ça n'est pas quelque chose de rare. Alors, juste peut-être un complément pour vous apporter. Effectivement, les nouvelles piscines découvertes qui sont, bien évidemment, l'eau est chauffée pour maintenir une température normale et normalisée de bassin, c'est normé. Alors on pourrait dire qu'effectivement il y a une déperdition énergétique importante puisqu'on va chauffer de l'eau qui va être à l'air libre. Ce coût de fonctionnement de l'eau et du chauffage de l'eau est quasiment amorti par quelque chose qu'on n'a plus à faire, qui est l'entretien de l'air dans une piscine. Quand vous avez une piscine fermée, un des éléments les plus importants, c'est déshumidifier. La piscine et traiter l'air pour éviter qu'il y ait des polluants, etc., qui se stockent dans l'air. Et donc il y a de grosses installations techniques qui servent aussi à gérer l'air, ce que vous n'avez pas à faire sur une piscine découverte. Donc, certes, il y a un peu plus d'énergie qui est consommée pour l'eau, mais on compense. Et puis alors on compense par un deuxième coût, qui est le non-entretien du bâtiment, puisque les matériaux de piscine découverte sont prévus pour être extérieurs comme sur une piscine individuelle, mais par contre on n'a pas à entretenir les menuiseries, on n'a pas à entretenir les toitures, etc. Et quand on a pris la tâche d'autres communes, puisque les piscines découvertes, il y en a quand même beaucoup maintenant en France, quelle que soit leur taille, effectivement, elles peuvent tourner. Alors, certaines communes peuvent faire le choix de ne les faire tourner que quelques mois par an. Ça dépend un peu de leur fréquentation. Si elles sont plutôt touristiques, elles font fonctionner uniquement aux périodes touristiques. Mais nous, c'est pas trop le problème. Le problème, c'est au contraire d'essayer de résoudre l'équation des équipes plutôt sportives, qu'elles soient associatives ou du public sportif, qui aujourd'hui a du mal à enchaîner les couloirs de nage parce que la piscine est saturée, et qui, franchement, du moment que l'eau est chauffée, qui retrouve des vestiaires, n'est absolument pas gênée pour nager à l'air libre, y compris dans des conditions atmosphériques un petit peu défavorables. Par contre, l'avantage, c'est qu'on a une deuxième piscine qui, elle, est fermée, qui, elle, est traitée, et qui permettra d'accueillir, quel que soit le temps, quelle que soit la saison, le public scolaire, le public loisir, qui, lui, est un peu en farniente dans une piscine, et donc n'est pas en train d'enchaîner des différentes longueurs. Donc c'est vrai que cette offre complémentaire garantit
une optimisation des coûts de fonctionnement des deux équipements, coût de fonctionnement qui a été étudié, y compris en offrant d'autres services qui n'existent pas aujourd'hui à la Motte et qui permettraient d'améliorer à la fois l'offre et le rendement financier. Autre question? Oui, madame. Oui, bonsoir monsieur, je m'appelle Anne Bonamy. Mettez le micro devant votre bouche. Oui, d'accord. Je m'appelle Anne Bonamy. Tout à l'heure, le monsieur derrière moi demandait par où les camions passeraient pendant les travaux. Moi, j'habite avenue Mohernando, tout le monde le sait maintenant, et la rue est en très mauvais état. Donc, dans votre budget, pourriez-vous penser à refaire la route avant les travaux? Il va répondre. Ceci dit, que tous ceux qui ont une rue à refaire devant chez eux, carrément, je sais, le disent tout de suite. Je suis tout à fait d'accord, mais de toute façon, je voulais vous en parler, parce que cette rue est en très mauvais état. Et les travaux vont certainement passer par là, la rue Synodal Ducas et la rue Avenue Merdon. Donc, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. Effectivement, on aura, je pense qu'à la différence de l'allée des Guilherats qui était évoquée tout à l'heure, où la remise en état définitive est envisagée tout de suite parce qu'il n'y a pas ou très très peu d'impact lié au chantier, sur cette rue-là, sur la rue Morandando ou Synodal Ducas, on aura une première repasse qui va être de la mise en sécurité, de la mise, voilà, de manière à ce que les riverains et les usagers puissent passer correctement, et une remise en état définitive à l'issue du chantier, parce que ce serait idiot d'aller retaper des bordures ou des choses comme ça qui seraient abîmées par le chantier. Il y aura bien un double passage. On a répondu, madame? Parfait. Alors, autre question. Monsieur. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur. Guillaume Dassereau, vous avez évoqué un volet de construction, de logement. Oui. Celui-ci se situe essentiellement le long du BAB. Oui. Quel va être son volume en hauteur? La crainte que j'ai, c'est de me retrouver face à l'ex-National 10 à Anglette, avec du R+8, R+9. Ah non, mais vous plaisantez. Non. D'abord, non, mais ça pourquoi pas? Vu, Mais ça pourquoi se, pas? Ça se voit. Non. Aujourd'hui, nous sommes au maximum sur 3 étages et combles pour certains des bâtiments et 4 étages maximum. Ça n'ira pas au-delà. D'ailleurs, comme on l'a montré, il y a un projet urbanistique plus global, vous l'avez vu. Par exemple, le projet immobilier qui se situera à l'emplacement du garage Portette aujourd'hui. Et d'ailleurs, tous ces projets sont des projets que les urbanistes nous conseillent de faire, comme on le dit, en peigne. C'est-à-dire, quand vous passez sur la rue, perpendiculaire. Si vous voulez, les immeubles sont perpendiculaires au BAB. Et ça sera le cas, là aussi. On ne dépasse pas 4 étages, là. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le maire, c'est André Lecheverria. C'est au sujet des logements sociaux. Sommes-nous obligés de construire des logements sociaux sur Biarritz? Monsieur Brotra a toujours limité les logements sociaux, il a payé toujours les amendes. La grande majorité des Biarros, peut-être, je parle pas en leur nom, mais sont plutôt hostiles à ce projet. Donc. Ah bon? Écoutez, moi je comprends, je comprends votre point de vue. Cette attribution aussi des logements sociaux va être attribuée à qui et comment, à des locaux du coin ou pas. Monsieur, vous savez combien la liste d'attente de logements sociaux à la maison du logement de Biarritz, qui se trouve place de la Liberté, vous savez combien il y a de ménages biarros qui attendent, des ménages ou des ménages recomposés ou des ménages traditionnels qui attendent 700. 700, monsieur. C'est-à-dire des ménages avec des enfants et des petits-enfants qui ont envie de vivre sur leur ville et qui ne peuvent pas le faire aujourd'hui, qui vont vivre en périphérie. Oh, c'est pas le diable d'aller vivre à Tarnos ou d'aller vivre au Boucau. Mais ils ont envie de vivre sur leur ville. Et moi, je les comprends. Et j'ai envie, moi aussi, voyez-vous, nous avons perdu la ville de Biarritz, il faut quand même le savoir. Dans la décennie qui vient de s'écouler, a perdu 4500 habitants. 4500 habitants. Et j'ai envie, moi, que la courbe démographique de ma ville, j'ai envie que cette courbe démographique, je pourrais pas la faire remonter
beaucoup, mais j'ai au moins envie que le déclin démographique et socio-démographique de Biarritz ne se poursuive pas et que justement des jeunes ménages biarros avec des gosses aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire, moi je le dis souvent, il y a quelque chose qui est très dur pour un maire, c'est de fermer une école, c'est de fermer une classe. Et quand on ferme une classe, eh bien ça veut dire qu'il n'y a plus de jeunes, ça veut dire qu'il n'y a plus d'enfants pour les mettre. Et depuis que je suis maire, j'ai fermé 2 classes, monsieur. Et j'ai pas envie de continuer. J'ai envie, effectivement, qu'il y ait à Biarritz une dynamique démographique nouvelle. Et pour cela, donc la raison pour laquelle il faut faire du logement social, elle n'est pas d'abord économique. Elle est aussi économique. Mais elle est d'abord démographique. Et c'est ça que nous poursuivons. Oui, bonsoir. Au niveau du phasage que nous a présenté Monsieur Christophe Landrin, oui. on voit apparaître pour des raisons de PLUI que la cession des droits à bâtir n'interviendra qu'en fin de phasage. Oui. Or, normalement, ces ventes de droits à bâtir devaient permettre de financer les équipements sportifs, toutes les rénovations et les constructions des nouveaux locaux de l'USB. Autrement dit, si ces cessions n'interviennent qu'en fin de parcours, ça veut dire qu'il va falloir augmenter les emprunts pour financer les travaux, puisque toute la rénovation sera faite. Effectivement, monsieur l'adjoint aux finances va vous répondre avec la clarté qui le caractérise sur ces sujets. Oui, merci de cette question. En fait, l'opération Aguilera va être traitée comme a été traitée l'opération Kléber, c'est-à-dire à travers un budget annexe qui, normalement, à terme, doit s'équilibrer, mais qui permet effectivement de préfinancer par de la dette les travaux qui vont être engagés à partir de cette année et sur toute l'année suivante. Et ensuite, cette dette sera remboursée au fur et à mesure de la vente des terrains. Ça s'est passé d'ailleurs comme ça sur Kléber. Et aujourd'hui, il nous reste, je crois, 1,8 million de dettes sur l'opération Kléber qui sera soldée normalement cette année ou l'année prochaine ou plus tard. Voilà. Donc sur Aguilera, ça sera le même schéma qui sera utilisé en isolant l'opération du reste du budget. Et ça n'avait pas posé de problème par rapport aux banques quand nous l'avons fait sur Kléber. Après, je voulais juste revenir quand même sur la question qui a été posée sur le logement social pour que tout le monde ait bien quelques chiffres en tête. Bien sûr, la raison, elle est d'abord humaine et sociale. C'est pour ça que, voilà, démographique, etc. Mais accessoirement financièrement, pour que vous soyez conscients des chiffres, la pénalité normale, c'est 600 000 euros par an. Aujourd'hui, nous ne la payons pas parce qu'en fait, nous déduisons les charges de l'opération Kléber qui nous permet pendant quelques années de ne pas payer. Mais si nous nous obstinions à ne pas faire de logement, le préfet aurait le droit de nous déclarer en situation de carence. Et dans ce cas-là, la pénalité peut être multipliée par 5. Donc 100 fois 6, ça fait 3 millions. Je vous rappelle que 3 millions, c'est à peu près 15% du montant de vos impôts. Donc je pense que c'est aussi une raison qui permet de penser que le logement social est à la fois plus humain et aussi plus réaliste. Voilà, toutes les questions, qu'elles soient sociales, économiques, démographiques, conduisent à faire du logement social sur notre ville. Aujourd'hui, je vous rappelle que la loi SRU impose aux communes 25% de logements sociaux. Nous en avons à peu près 9,5. Et j'espère, à la fin du mandat, avec les programmes qui sont en cours ou ceux qui vont arriver, je pense à Rochefoucauld, Lamandé, Bouneil, etc. Enfin bon, il y a un certain nombre de programmes. Je pense qu'on arrivera à 11 ou 12% de logements sociaux, c'est-à-dire on passera des 1475 logements sociaux d'aujourd'hui à environ 2000 logements sociaux. C'est un effort considérable qui est fait dans une ville où les contraintes se multiplient pour justement gêner ou empêcher la réalisation de logements. Question. Oui. Monsieur. Bonsoir, je souhaite revenir brièvement Bonsoir, monsieur. sur la très belle Villa Rose. Là, vous avez indiqué
qu'elle allait héberger les services administratifs du BO, que ce soit Pays Basque ou Handisport. Ces services administratifs vont libérer des espaces, je suppose, par ailleurs, parce qu'ils sont logés. Qu'avez-vous prévu pour la réaffectation et éventuellement la réhabilitation de ces espaces libérés? Alors, je ne sais pas s'ils en libèrent beaucoup quand même, Monsieur Landrin. Vas-y. Ils en libèrent effectivement quelques-uns, mais il faut rentrer sous la tribune Blanco pour voir un peu comment ils sont installés. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un peu, ils sont un peu les uns sur les autres. C'est-à-dire que la tribune Blanco, elle s'est aménagée, elle aussi, au fur et à mesure de l'évolution du rugby pro, et c'est pas forcément très rationnel comme aménagement. Donc l'idée, c'est de donner un peu d'air au club pro pour qu'ils puissent s'organiser, avoir les mètres carrés nécessaires, obligatoires, les kinés, les soins, les zones de repos des joueurs, etc., etc., etc. Et d'avoir aussi un accueil du public qui soit conforme, qui soit décent, dans un bâtiment qui est quand même emblématique du site et qui est aujourd'hui un bâtiment à l'abandon. Il n'y a pas d'autre mot. Et l'Omnisport, oui, P.O. Clavry me dit la même chose pour l'Omnisport, parce que c'est vrai que l'Omnisport est un peu réparti un petit peu partout. Alors, certes, un nouveau bâtiment va être créé pour les usages associatifs des différentes sections, mais c'est intéressant de pouvoir y retrouver au moins les bureaux de direction, une salle d'accueil en rez-de-chaussée qui puisse être polyvalente. Voilà, pour remettre un peu de centralité à Aguilera, parce que c'est un peu un agglomérat d'équipements qui ont été faits depuis X années sur le site, et il n'y a pas forcément un lien. Et après, c'est vrai que les différentes sections s'accommodent des locaux qui sont donnés, mais quand on les regarde à froid, je vois les cabinets qui nous aident sur la mise au point, quand on les regarde à froid aujourd'hui, comme ça, sur le mode de fonctionnement, c'est quand même assez étonnant. Voilà, donc un peu de rationalité, un peu d'optimisation de mètres carrés, parce que c'est aussi intéressant financièrement, techniquement, et puis une amélioration pour les usagers. Buvez un coup. Ah, oui, c'est de l'eau. C'est de l'eau, il me dit. Qu'est-ce que vous croyez que je vais vous donner à cette heure-ci, quand même? Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, pardon, monsieur. Oui. Monsieur, là en face. Alors, le micro. Ah, pardon, excusez-moi. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Stéphane Fagot, je suis le directeur de la clinique. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour ce magnifique projet. Voilà, je salue l'intersection au niveau de la clinique et au niveau d'Aguilera qui viendra désenclaver entre les deux quartiers, parce qu'aujourd'hui le BAB était une véritable barrière entre les deux quartiers, posait des difficultés. Accessoirement, les jours de match, ça sécurisera les supporters dont je fais partie, peut-être que ça arrangera les soucis de madame. Voilà, puisque parfois le parking de la clinique fait office de parking pour le BO. Moi, j'ai deux questions supplémentaires. La première, c'est les travaux qui sont prévus sur la zone Portette. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques projets, quelques détails? Et la seconde, c'est, j'ai vu sur des projections d'architectes, dans une ville voisine, en Anglette notamment, qu'il y avait des bus qui passaient sur le BAB. Est-ce que c'est une légende urbaine, un trait, une vision d'architecte, ou est-ce que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux? Alors, sur les deux questions, et puis Christophe, vous compléterez si je suis incomplet. La première, c'est pas tout de suite, puisque la vente les frères Portette, les messieurs Portette, vont prendre leur retraite dans les 2 ans qui viennent. Donc c'est pas demain matin que ça commence, ou 3 ans qui viennent. Donc les projets immobiliers, les architectes dessinent, mais la réalisation concrète se fera, oui, dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Par contre, ce que je veux dire, c'est que les esquisses d'architectes qui m'ont été présentées sont vraiment de très grande qualité. C'est vraiment des bâtiments qui sont de grande qualité. Sur la deuxième question, est-ce que le BAB, à un moment ou à un autre, accueillera des lignes régulières de transport public, de transport en commun? Moi, je pense que oui, un jour ou l'autre. C'est pas programmé aujourd'hui par le syndicat des transports, qui mobilise toute son énergie sur le trambus, dont on a parlé à la première réunion, mais je pense qu'immanquablement, cette voie du BAB devient de plus en plus une voie intra-urbaine, et dans les voies intra-urbaines, on retrouve du transport public. Vous voulez ajouter, monsieur Landrin?
Eric, juste un petit complément. Quand vous parliez des carrefours aussi tout à l'heure, si aujourd'hui sur le BAB il n'est pas forcément envisagé d'avoir une voie dédiée dans le tracé, dans le profil du boulevard, on regardera de toute façon sur tous les carrefours que les systèmes de priorité au bus puissent être implantés. C'est-à-dire qu'on retrouve ce qui est fait sur le reste de Trambus à Biarritz. C'est-à-dire que si le bus roule sur le BAB sans être gêné, au moins à l'approche du carrefour, qu'il retrouve une priorité pour passer rapidement et ne pas être gêné, englué dans la circulation. Oui, Eric Bonamy, conseiller municipal délégué à la mobilité urbaine. Vous avez évoqué le bus express qui passerait par le BAB. Effectivement, certains d'entre vous l'ont connu il y a une vingtaine d'années. Et il a dû s'arrêter il y a 20 ans, je pense, à peu près. Et donc demain, depuis le 1er avril, Keolis est le nouvel exploitant, c'est lui qui a remporté la délégation de service public. Et effectivement, dans ses propositions, a mis une voie, un bus express qui relie Bayonne, Aguilera et en direction ensuite de l'aéroport et de Bidart. Merci. Monsieur. Ah pardon, non, monsieur avait donnez-lui parce que il a demandé. Pardon, excusez-nous. Merci, c'est bien plus pratique qu'avec un micro. Merci madame, messieurs de répondre à nos questions. Henri Goulet, j'habite avenue du Braou. Il a été question des difficultés de circulation avenue d'Aguilera. Et le passage des camions, détérioration de la chaussée. Effectivement, parfois on peut penser, s'exagère un petit peu, au Paris-Dakar. Alors, je voudrais poser une question à propos du prolongement. Oui, c'est exagéré, c'est pas. À propos du prolongement de l'allée d'Aguilera, c'est-à-dire précisément l'avenue du Braou, qui mène au rond-point du Mousse. Alors là, c'est pas le Paris-Dakar, mais parfois, ça fait penser à la ligne droite des Hunaudières. Jusqu'à il y a un an, peut-être, ou une petite année, il y avait un radar qui indiquait la vitesse à laquelle roulaient les véhicules. Il était où exactement, monsieur, ce radar? Est-ce que vous voyez l'avenue de Chassin? Ah ben oui, très bien, oui. Ah oui. Eh bien, il était un petit peu plus haut vers le rond-point du Mousse. Bon voilà. Ouais. J'habite au 36. Il était à peu près à cette hauteur-là, et il a disparu. Et je vous assure que les voitures roulent très très vite. Alors vous avez parlé de chicane tout à l'heure pour l'allée d'Aguilera. Qu'est-ce qui est prévu finalement pour l'avenue du Braou? Et par ailleurs, on parlait des camions. Est-ce que les camions emprunteront également cette rue? Les camions qui travailleront, qui iront sur le chantier. Monsieur Claverie, qui est chargé de beaucoup de choses, dont la réglementation, va vous répondre. Alors, Peyo. Oui, bonsoir. En préambule, c'est des affaires compliquées, les histoires de circulation, parce que ça fait appel au civisme de chacun d'entre nous, c'est-à-dire de vous, de moi et de tout le monde. Et le civisme n'est pas toujours partagé, effectivement, quand on est conducteur. Alors, concernant le radar, c'est ce qu'on appelle des radars pédagogiques. Leur vocation n'est pas de rester toute l'année en place, et effectivement, ils tournent dans la ville. Et celui-là n'a pas disparu, il est à Kléber, et régulièrement, on les positionne dans des axes un peu rapides de la ville pour attirer l'attention des automobilistes, que nous sommes tous, sur le fait que nous allons trop vite. Donc, c'est pas des radars fixes, ils tournent. Ceci dit, Peyo, je comprends qu'ils tournent, mais on peut pas s'en payer deux quand même. Ah, ça, c'est à monsieur Lafitte à le dire. Mais non, je veux bien, mais enfin, je veux dire, où ils ont une utilité, où ils en ont pas. S'ils ont une utilité, il faut les laisser, à mon avis, quand même. Plaisanterie mise à part, je pense qu'effectivement... Et le vôtre aussi, point de vue? Oui? Ben voilà. Cette avenue, effectivement, mérite un radar pédagogique fixe. Ceci dit, l'effet n'est pas toujours celui qu'on escompte. Ça, c'est une autre affaire. Quant au camion, je rappelle que sur cette avenue, qui est effectivement très rapide, ils n'ont pas le droit d'y être.
depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Ah, ça, je Ils comprends sont pas qu'il y ait des interdits, camions, interdits 3,5 tonnes. C'est pour ça qu'on a Comme ouvert. sur l'avenue du Maréchal Juin. Oui, c'est ça. Aussi, ils sont Voilà, interdits. c'est ça. Et donc 6 X sont, et moi-même j'en ai vu un ce matin, énorme, et j'ai beaucoup râlé. Ils n'ont pas à y être, effectivement. Alors de temps en temps, la police municipale fait des relevés, et en épingle, excusez-moi l'expression, quelques-uns, mais effectivement la police municipale ne peut pas dormir avenue du Braou, et donc ils sont pas tout le temps là. Mais régulièrement, ils font des opérations de contrôle. Les camions n'ont pas à y être, sauf des certes locales, bien entendu. Monsieur Clavry, je demande que le radar pédagogique, comme vous l'appelez, soit remis en place là où il était. Et sans enlever l'autre là où il est. Hein, voilà. Oui, on va en acheter un troisième. Oui, on y va. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je suis madame Parvilliers. Donc, je pense que vous me connaissez. Oui. Je voudrais savoir quand vous pensez refaire la piscine. Parce que c'est minable. Quand on va à la piscine, il faut faire la queue pour se déshabiller et se rhabiller. Hein. Alors, en plus de ça, quand il y a les vacances de Noël, la piscine est fermée. Alors, je me demande, pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'on fait des enfants? Oui, bonsoir madame. Bonsoir madame, oui. Et, en effet, il est prévu de refaire les vestiaires de la piscine qui sont en effet dans un état assez dégradé aujourd'hui. Hein. Et voilà. Et donc tout à fait, c'est prévu de les refaire. Alors c'est pour 2018, je crois. Mais c'est l'année prochaine. Ceci dit, c'est vrai, il faut refaire ces vestiaires, mais on ne peut pas dire que la piscine de la Motte est d'une façon générale dans un état lamentable. En tout cas, elle est assez correcte pour que l'équipe de France de natation, Manodou en tête et tous les plus grands nageurs de notre pays viennent s'y entraîner régulièrement. Voilà. Donc je pense que si l'équipe de France de natation vient s'entraîner là, c'est que cette piscine a quelques mérites, cher ami. Autre question? Oui. Allez-y. Oui, bonsoir. Vous avez évoqué le problème du logement à Biarritz. Je partage tout à fait votre point de vue sur cette problématique, à savoir, les écoles Firme entre autres. Moi, ce qui m'étonne, c'est que on ne profite pas du peu de terrain, du peu de foncier public disponible pour ne faire que du logement social. Alors, vous avez expliqué que vous passez par les promoteurs pour financer l'équilibre de l'opération sur Aguilera. Mais je pense que le législateur a mis en place certaines dispositions pour les villes, pour les municipalités qui sont en zone tendue au niveau du logement. Pourquoi ne consacrez-vous pas tout le foncier disponible à faire du logement social sur Biarritz ? On en consacre déjà beaucoup. Il y a effectivement des programmes qui sont à 100% de logements sociaux. Vous savez qu'aujourd'hui, aucun programme sur l'agglomération ne peut se créer s'il n'a pas au moins 30% de logements sociaux. C'est la loi que nous nous sommes donnée entre les communes Bayonne, Anglet, Biarritz, Boucau et Anglet. Donc ça, c'est la règle aujourd'hui. Toute programmation a au moins 30% de logements sociaux. Et après, on peut moduler ce pourcentage en fonction des programmes. À Aguilera, il y aura probablement 50% de logements sociaux. Le programme que nous allons faire à Gramont, avec le col, c'est 100% de logements sociaux. Il faut regarder aussi les équilibres financiers de ces programmations, vous comprenez ? Parce que, je vais vous donner un chiffre, simplement, ou deux chiffres, sous ton contrôle, Guy. Quand un opérateur social, le COL ou l'Office 64, etc., fait un logement social ou du logement social, il achète le foncier à 200 € le mètre carré. Mais c'est pas ce que vaut le foncier. Le foncier vaut beaucoup plus cher, il vaut au moins 1200 € du mètre carré. Eh bien, nous payons la différence. Enfin, nous tous. La ville paye la différence. C'est-à-dire, elle paye une moins-value foncière pour permettre à l'opérateur social
qui va faire 100% de logements sociaux, d'acheter le terrain à 200 mètres carrés. Et ça, on peut pas le faire sur toutes les opérations, vous comprenez, parce qu'on se ruinerait. Donc, on essaie de le faire le plus possible, mais dans les autres programmes, eh bien, les logements sociaux sont à 30, à 40, à 50%, de manière à ce que le promoteur, celui qui crée le logement, eh bien, puisse effectivement le faire avec des prix de sortie pour le logement social qui soient corrects, quoi. Vas-y. Oui, juste pour donner un exemple, on essaie de combiner des opérations 100% logement social avec des opérations mixtes. Pour donner l'exemple, l'Amandé qui est démarrer là, c'est un peu moins d'une quinzaine de logements et ça coûte à la ville, compte tenu du fait qu'on le vend au prix de logement social et non pas au prix, bien sûr, du mètre carré à bâtir dans la zone, ça coûte 1,2 million. Donc, vous voyez bien que si on généralise ça, on aura non pas le problème des pénalités, mais le problème quand même des millions d'euros à trouver pour de moins-value foncière. Donc on essaie de mixer. En général, dans les petits terrains, c'est du 100% logement social. Dans des terrains un peu plus grands, on mixe. Et d'autant plus que je dirais que là aussi, socialement et humainement, c'est pas mal d'avoir des opérations d'agglomération d'une certaine taille où on mélange à la fois du social et du libre. Voilà. Et ça nous permet du coup d'avoir un peu de recettes qui ensuite va financer d'autres opérations de la ville ou d'autres opérations de logement social. À La Rochefoucauld, par exemple, à l'emplacement de l'ancienne école, il y aura 50% de logements sociaux, 50% de logements libres. Voilà, pour que l'opération, si vous voulez, économiquement, se régule et se stabilise. Oui, mais alors pourquoi n'utilisez-vous pas le levier que vous donne la surtaxation des résidences secondaires pour pouvoir financer les besoins logements sur la ville? C'est une bonne question, qu'on s'est posée, qu'on se pose encore, qu'on se posera. Mais voyez-vous, moi je considère aussi quand même que les logements les résidences secondaires, il y en a 40% ou 43% dans cette ville, c'est considérable. Hein, on applique donc déjà la majoration de 20% qui était autorisée dès l'an dernier par la loi. On l'applique. Faut-il augmenter cette majoration? On y réfléchit. Mais en même temps, vous voyez, j'ai pas envie non plus. Qu'est-ce que vous voulez? Les résidences secondaires, c'est quand même des gens qui viennent habiter à Biarritz, qui nous ont choisis, qui sont des gens qui consomment à Biarritz, qui viennent chez nous parce que notre ville les attire. J'ai pas envie non plus de les traiter comme des vaches à lait pour le faire du logement. Voilà, je crois qu'il faut de la modération dans tout. J'ai vu qu'il y avait des communes, moi je le comprends, hein, qui ont administré le taux plafond, c'est-à-dire 60% pour les résidences secondaires. Voilà, on observe en plus que beaucoup des résidences secondaires aujourd'hui vont devenir très rapidement des résidences secondes, voire des résidences principales. Donc, je crois qu'il faut de la modération à nous. Ceci dit, moi, j'exclus pas du tout que il y ait une évolution de cette majoration sur les résidences secondaires. Mais je veux pas y aller avec ce rythme-là qui me semble excessif. Monsieur, on va vous amener le micro. Pardon, il y a monsieur derrière qui attend depuis un moment. J'en ai pour... Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que je suis justement un résident secondaire, mais où je suis 8 mois par an à Biarritz. Et donc, je fais tourner le commerce de Biarritz, j'adore Biarritz, voilà. Je vais au marché 2 fois par semaine, voilà. Je consomme chez les commerçants, et si vous voulez, si vous nous mettiez, comme certaines communes, vous l'avez dit, ont passé la taxe à 60% sur les résidences secondaires, mais je crois que je partirai, parce qu'il y a d'autres communes plus intéressantes. Bien sûr, voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc je crois qu'il faut de la modération en tout. Qu'est-ce que vous voulez? Exactement. Vous avez parfaitement raison, monsieur le maire, et je vous apprécie sur ce point parce que effectivement. Et sur les autres aussi, j'espère. Voilà.
J'ai vu, voilà. Mais là, justement, je voulais intervenir juste sur ce point parce que le reste, je suis tout à fait d'accord. Mais si vous voulez, 8 mois quand même dans l'année, je suis là. C'est-à-dire, les spécialistes appellent votre résidence une résidence seconde. C'est une résidence seconde. Seconde. Voilà, C'est-à-dire, au fond, vous passez plus de temps que dans ma résidence dans principale. cette résidence que dans votre résidence principale. Exactement. Et je ne sais pas où vous en êtes de votre vie professionnelle, mais je suis retraité. sûr qu'un jour, Je vous suis allez vous retraité. installer complètement à Biarritz. Eh ben, j'envisage. J'ai ma fille qui habite pas loin, et donc je me dis bon, pourquoi pas venir ici. Mais si vous voulez, si on me taxe, là, Bien actuellement, sûr. je peux Voilà. pas accepter 60%. Les gens qui ont énorme. des résidences secondaires, quand vous avez 43% de résidences secondaires, bien sûr, ça pose des problèmes pour le logement, etc. Bien sûr, je Mais comprends. pour l'économie de la ville, Bah oui. votre présence aide l'économie de la ville. On est là aujourd'hui. Et j'ai pas envie de matraquer les résidences secondaires. Vous voyez, on est là aujourd'hui, justement. On aime participer à la vie de la commune et tout. Donc, si vous voulez. Je vous en remercie, monsieur. De rien. Merci. Et on compte sur vous. Merci. Monsieur, pardon. Oui, bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur. Je vais revenir un peu sur le sujet, si je peux me permettre, sur le sujet de la piscine qui a l'air un peu tabou, quand même, je trouve, sur ce projet d'Aguilera. Enfin, en tout cas, ça fait consensus. Déjà, juste si je peux me permettre, concernant l'équipe de France, si elle est venue dans cette piscine, et c'est une très bonne chose qu'elle soit venue à Biarritz à 2 reprises, c'est surtout pour son site et sa station balnéaire qui est Biarritz. Notamment pour le surf et tous les vecteurs de l'eau qui se retrouvent sur Biarritz. Je voudrais juste savoir sur quoi vous vous basez pour proposer une piscine de 6 couloirs nordiques. La nouvelle piscine, un bassin sportif dit à vocation sportive. 8. 6 ou 8? Vous avez dit 6, éventuellement à 8. Oui, je pense qu'on ira à 8. Moi, j'en parle avec... parce qu'il va y avoir des usagers. Par exemple, les sportifs, les associations sportives. Il y a Biarritz Sauvetage Côtier aussi qui va utiliser ce bassin également pour son activité. Et tout le monde me conseille plutôt 8 que 6. Je crois que c'est votre position aussi. Et le BO Natation aussi. Bien sûr, oui, le BO Natation. Les acteurs principaux de ce futur bassin. Oui, parce que quand j'écoute un peu votre discours, la présentation que vous avez faite autour du schéma de la présentation d'Aguilera, vous dites avoir longuement dialogué avec les différents acteurs du site d'Aguilera, que vous avez tenu compte de tous les conseils des acteurs, que ce soit associatifs ou spécialistes, les boulistes, le BO tennis, le rugby. Je vois un certain nombre d'infrastructures assez complètes et assez abouties. Cependant, on voit une petite piscine de 25 mètres à 6 couloirs, en tout cas pour l'instant, je l'espère au minimum à 8, quitte à faire une piscine, autant faire une piscine Monsieur, comme il se doit. Oui. Monsieur, allons jusqu'au bout de la question. C'est la question de la piscine de 50 mètres. Voilà. Par exemple, on peut en parler. Monsieur. Ma première question, la première question, si je peux me permettre, c'est de savoir si c'était un 6 ou 8 couloirs. Monsieur, la question de la piscine de 50 mètres a été posée, elle a été posée dans une étude que nous avons fait faire par le cabinet le plus spécialisé en France, auquel nous avons demandé, étude conjointe avec la ville d'Anglet, nous leur avons demandé quels sont les besoins en matière d'équipement nautique sur l'agglomération. Voilà la question qui a été posée. Ce cabinet en lequel j'ai confiance, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout le monde n'est pas expert, eux le sont. Nous ont dit et redit, il n'y a pas nécessité sur l'agglomération d'un bassin de 50 mètres. C'est écrit, c'est marqué, on en a parlé, on en a discuté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je constate dans ma ville qu'il y a un manque de bassin nautique. Je fais une deuxième piscine de 25 mètres. Je vais faire passer la surface nautique de 460 mètres carrés au double, véritablement. Si je fais une piscine de 50 mètres, j'aurai près de 1800 mètres carrés nautiques, au lieu des 1000 qu'on va avoir avec les deux piscines. Qu'est-ce que je fais de 1800 mètres carrés nautiques? Je vous le demande. Alors, moi, je vais vous dire mon avis. Si un bassin de 50 mètres doit exister, il faut que ce soit un bassin sur le territoire du Pays Basque ou de la grande agglomération bayonnaise. Donc, il faut simplement que cette décision soit prise. Il faut que ce soit l'agglomération qui la finance, voyez-vous. Mais l'agglomération, elle a déjà d'autres piscines à financer. Une piscine à Garassi, une piscine à Saint-Étienne-de-Baïgorry, une autre piscine du côté de Saint-Palais. Donc, je peux vous dire une chose, c'est que la piscine de 50 mètres,
le coût que ça représente, je crois que l'agglomération n'est pas tout à fait prête à en financer une. Et si elle en finançait une, je peux vous dire une chose, certainement pas à Biarritz que les élus de l'ensemble du Pays Basque accepteraient qu'elle soit installée, puisque Biarritz en aura 2, plus une grande piscine qui s'appelle l'Océan. Ah ben ça, je suis d'accord avec vous, mais à partir du moment où il y aura une deuxième piscine qui sera construite sur Aguilera, donc sur le territoire de Biarritz, c'est dommage justement de ne pas en avoir profité pour porter ce projet à l'échelle de l'agglomération. Voilà. Mais qui le finance, monsieur? Voilà. L'agglomération, je suis d'accord avec vous. Mais l'agglomération ne veut pas financer, excusez-moi, une piscine de 50 mètres. Je ne sais pas si le projet a réellement été porté. Mais monsieur, le projet a été porté, voilà. C'est pas quelque chose que je peux faire tout seul, voilà. Donc si l'agglomération veut faire une piscine de 50 mètres, elle le fera. Mais je peux vous dire une chose, c'est certainement pas à Biarritz qu'elle sera installée. Aujourd'hui, oui, je le conçois. Maintenant, il faudra bien qu'un élu prenne l'envie en tout cas de porter le projet, de réellement porter le projet et de réunir tous les acteurs autour d'une table pour justement en discuter. Écoutez, moi, je m'occupe de Biarritz déjà, voilà, je m'occupe de Biarritz, je double la capacité nautique de ma ville. Tous les usagers d'une piscine pourront utiliser. Je ne vois pas, et d'ailleurs, nous avons fait faire une deuxième étude par ce même cabinet pour savoir si c'était justifié à Biarritz d'avoir une piscine de 50 mètres. La réponse est non. Pas plus que sur l'agglomération, la réponse est non. Voilà. Pour une ville de 25 000 habitants, je suis d'accord avec vous. Après, c'est dommage de ne pas avoir saisi justement l'opportunité d'amener une infrastructure qui pourrait être bénéfique pour la ville de Biarritz sur oui, du monsieur, long terme. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. On prétend être une ville de l'eau. Il faut savoir voir à long terme. Ouais, mais je crois qu'on est une ville de l'eau, monsieur, vraiment. Voilà. Justement, autant orienter justement le développement autour de ce. Nous aurons largement, avec ce deuxième bassin nautique, nous aurons largement ce qu'il faut de capacité nautique sur notre ville. Merci de votre question. Merci à vous. Autre question? Monsieur Parvillier. Merci. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Monsieur le maire, vous nous avez présenté l'évolution de toutes les installations sportives sur Biarritz, dont nous ne pouvons être que satisfaits. Par contre, je voudrais savoir si vous avez prévu quelque chose pour améliorer les vieux biarros, à savoir au polo. Est-ce que vous envisagez d'améliorer les installations ou nous proposer quelque chose qui permette aux gens du quartier, là où nous sommes les plus anciens biarros, d'avoir des installations pour nos enfants? Merci. C'est-à-dire, je viens de le dire tout à l'heure, au polo, on vient de refaire un terrain synthétique magnifique qui vient d'être inauguré il y a 1 mois ou 1 mois et demi. C'est un terrain superbe pour les jeunes qui jouent au football ou qui jouent au rugby. La tribune qui est la tribune, vous savez que les courses vont se poursuivre sur l'anneau du polo, de l'hippodrome. La tribune qui est dans un état lamentable va être rasée, si c'est pas fait déjà d'ailleurs. Non, en septembre, la tribune qui n'obéit plus aux règles élémentaires de sécurité va être rasée. D'ailleurs, pour la course de trot de juillet prochain, on prendra des précautions vraiment pour cette tribune et à la place on mettra en attendant des Algeco ou quelque chose comme ça. Je ne veux prendre aucun risque. Et alors, Monsieur Landrin, bien sûr, un terrain synthétique tout neuf, l'installation dans le dernier croissant du côté de chez toi des joueurs de pétanque. Là, qui auront un endroit, les joueurs à la lyonnaise, là, qui vont pouvoir jouer, la tribune qui va être rasée, voilà, tous ces aménagements. Autre chose, monsieur Landrin? Non, juste compléter en disant qu'on vient de livrer des Algeco pour des vestiaires. Est-ce que je peux ajouter, s'il vous plaît, que parmi les activités sportives, il y en a une qui est publiée. C'est le billard français. Le billard français. Le relogement. Bon, on va regarder ça, Jacques. On va regarder ça. Le billard français, d'accord. Ouais. Bon, ok. Bien, est-ce qu'il y a une autre question?
Monsieur. Oui, bonsoir. Juste le projet Plateau Aguilera aura-t-il vocation à accueillir des stages d'équipe nationale ou autres, comme ce qui s'est passé en mai dernier avec l'équipe de France de foot, qui a valorisé l'image de la ville? Alors ça, bien sûr. Et surtout, là, c'est le projet du BOPB. Aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. Les clubs sportifs, économiquement, vivent, un club comme le BOPB, des recettes sportives, c'est-à-dire des matchs qui ont lieu et des recettes, etc. Alors quand l'équipe va bien, les recettes sont bonnes. Quand elle va moins bien, les recettes sont moins bonnes. Donc le club est, victime des aléas sportifs. Ok ? Et les clubs, c'est pas seulement le BOPB, tous les clubs aujourd'hui se posent la question de savoir comment je peux avoir d'autres sources de revenus et pas seulement toujours succomber lorsque les aléas sportifs sont de mauvaise qualité. Et c'est ce que font aujourd'hui les clubs, c'est ce que veut faire le BOPB. Pierre, derrière, pourrait en parler encore mieux que moi, mais ce sont des infrastructures qui permettront d'accueillir, d'héberger, il y aura probablement un hôtel, là, à cet endroit-là, d'héberger des équipes de très haut niveau qui viennent pour s'entraîner. À Biarritz, c'est agréable de venir s'entraîner, hein, c'est pas mal. Et donc, qui viennent s'entraîner, et donc, pour le club, d'avoir des recettes supplémentaires qui ne sont pas dépendantes des résultats sportifs, mais qui sont des recettes supplémentaires qui font vivre le club et lui permettent de se développer. C'est à peu près ça, Pierre. C'est bon? Ah, voilà. Allez, une autre question, peut-être la dernière. Oui, vas-y, allez-y. Non, il n'y a rien? Bon, écoutez, s'il n'y en a pas, je vous remercie de votre présence et puis on se revoit bientôt pour d'autres sujets. Merci, bonne soirée. J'arrive. Pardon.